Bonjour madame, Bonjour, bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes rayonnantes comme ce soleil de ce beau matin. merci infiniment. C'est avec un grand honneur que nous accueillons la poupée Mariam, citoyen du monde. Bienvenue. Ris Myriam, c'est grâce à ton sourire qu'on respire et qu'on quitte le pire. Myriam, j'ai attendu ta visite avec impatience. J'ai rêvé de te voir de près. J'ai envie de te parler de mes projets entassés au fond de moi pour dévoiler nos désirs, nos rêves et nos manques. Je t'ai vu voler au nom dans le ciel et faire le tour du monde. La Tunisie, Maghreb, les États-Unis, la France. Et j'ai eu l'audace d'affronter les océans sans avoir nagé pour t'accompagner et mettre fin aux maux de l'humanité. Je te prie Myriam, déchire ton tissu, parle, bouge, crie et encore ris. Pour nous les adolescents, sans oublier les enfants et les adultes qui rêvent du paradis. Myriam, je vois l'espoir dans ton regard. Je te sens timide et solide, fière et sévère. Tape avec tes piles la terre pour l'arroser avec l'eau des mers. Merci. Sois mon frère et la vie n'est plus l'enfer. Sois mon confident et vainquant son maudit temps. Sois solidaire et menons la vie qu'on préfère. Oublions les tensions et trouvons le printemps. Et confiance en moi et vivons sous le même toit. Et bonne joie et les souffrances ne sont plus une loi. Et de la patience et nous surmontons les insuffisances. Oublions les maltraitances et vivons les anges. Unissons nos destins et trouvons le bonheur sans fin. Récitons des chansons pour l'amour et pour le don. Ensemble, nous pourrons vivre dans les dons. Ensemble, nous serons forts et nous jouissons de confort. Bravo. Merci. Besoin de moi, confie-moi tes secrets, je veux bien les garder.
sœur, ayez confiance en moi. Ce que tu demandes devient mon combat. Je ferai l'impossible pour que tu retrouves ta belle époque et pour que tu rayonnes comme d'autrefois. Écrire est un art, lire est un devoir. La lecture est essentielle, elle vous mène au ciel avec les ailes d'une rondelle. Lisez, n'hésitez pas, lisez, il n'est pas tard. Chers adolescents, oubliez les écrans et embrassez ces dents. Il vous éclaire au fond, il vous rend conscient. Il allume des flammes qui touchent vos âmes. Lisez, vous allez aimer. Quand roman et essais, contes et théâtre et versets, contes et bandes dessinées. Lisez pour sauver le livre menacé d'être oublié, d'être dépassé. Voilà la clé de bonheur. Ouvrez des bibliothèques, dévorez des livres. Soyez conscients, chers adolescents. La lecture agrandit l'âme. Est un ami éclairé la console. Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Nombreuses sont les citations qui font l'éloge par la lecture et son importance. Mais nous les jeunes, on ne s'intéresse plus à la lecture. On n'aime plus le livre. Et il nous paraît ennuyeux. Les écrans nous attirent et ils nous font oublier le livre. Et grâce à notre bibliothèque que le livre survit. Vous rendez âme à tous ces livres délaissés et oubliés. Nos livres revivent et respirent. Mariés, vous nous redonnez l'envie de lire. Dans notre bibliothèque, dès maintenant l'envie de lire. Nous nous sentons plus libres. Nous rejoignons tous les esprits, tous les penseurs, pour communiquer non seulement avec l'autre, mais pour se connaître, pour se lire à travers chaque livre. Attachez vos ceintures donc et décollons-nous avec ces auteurs, ces dramaturges et ces poètes. Et c'est à vous, Madame Samir Massoudi, Madame Monia Mahtoud, Madame Wafé aussi, et Marion, citoyenne du monde, de choisir celui qui nous donne le plus l'envie de lire. Donc nous allons assister à une compétition entre les deux équipes des élèves de première année et de loisirs. La concurrence sera certainement très forte entre les deux équipes, alors chacune va faire de son mieux pour convaincre les jurys et pour muter la groupe. C'est avec Madame Samer, Madame Monia et Madame Mariam bien choisir le groupe le plus compétent et le plus convaincant, et bonne chance pour tout le monde. Commençons par la nouvelle pour le chevalier des maths, quand on vient le plus seul. Je suis Angèle, je me trouve encore seule. Cécile ne vient plus avec sa couture. Elle n'est plus pour me raconter les dernières nouvelles au village. De qui va-t-elle me parler? Oh, de Baptiste et sa relation avec Germaine et Richard. De qui va-t-elle me parler? De notre fils Edmond Richard avec ses grands yeux bleus. Oui, tout est fini maintenant. Je n'attends plus Baptiste pour lui préparer le café. Déjà, tout mis aux ordures, les vieilles cafetières blanches, les vieilles pots à confiture, et les torchons, le paquet de Morora. Tout est inutile maintenant. Baptiste est parti, avec ses yeux bleus et son grave ulcère. Tout est fini maintenant. C'est vrai, tout est fini. Angèle a tué son mari Baptiste. De quel crime parles-tu? Baptiste est mort par un grave ulcère. Et la pauvre paraît triste. Triste. Angèle s'était libérée d'un peu son fardeau. Elle a emprisonné son mari par jalousie. Ce dernier l'a trahi avec Germaine Richard. Non, tu exagères. Cette nouvelle retrace la vie simple des villageois à Sainte-Corroy. Ces villageois sont certes solidaires, mais rien ne se cache, car chacun d'eux veut satisfaire sa curiosité en fouillant dans la vie personnelle des autres. À Sainte-Corroy, la femme est au service de son mari. Elle travaille au champ. Elle n'a dit rien pour sauvegarder son foyer. Sauvegarder son foyer,
Non, c'est pour savoir se venger. Comment expliques-tu la présence du paquet du mortera? Tiens, le voilà. Et le droit car vide. Ce paquet est l'âme du crime administré par la vieille cafetière. Le plat de la vengeance chérie se prépare à petit feu et se mange froid. Elle m'a porté pendant longtemps, et elle n'est plus là. Je l'ai souvent vue dans mes rêves, mais je l'ai vue bien ici avec moi, bien vécue dans mes bras. Maman, où es-tu? Je t'ai cherché dans tous les visages, dans tous les odeurs suaves, dans les doux parfums des roses. J'ai attendu de débaucher à l'heure du crépuscule, mais tu me laisses toujours seule comme un bruit sans âme, comme un lionçon se lamentant tout seul dans le désert. Maman, sans toi j'ai froid. Le courbière avançait, longtemps sous la lumière du soleil, qui s'est uni filtré par les peu feuillages. L'église était pleine. Au cimetière, il lui avait fallu se faire embrasser par tout le monde. Tout était fini maintenant. Pauvre femme, qui toute sa vie avait joui de toutes sortes de plaisirs. Elle était maintenant enfermée dans cette planche. Fini cela va. Tout était fini bien maintenant. Il fallait que la mort quitte la maison. Les bougies tout d'abord, puis les chaises, ensuite le tapis noir. Cela lui faisait drôle de se retrouver seule assise à la grande table en bois. Elle contempla simplement la montre en diamant, qui avait appartenu à sa mère et qui avait maintenant son poignet. Cette montre avait dû effacer tout le nom de souffrance qui lui accablait le corps. Elle aurait dû combler le vide de toutes les années qu'elle avait vécu loin de cette mère. C'était depuis 5 ans qu'elle avait connu sa mère après 9 ans de recherche. Elle avait habité 20 ans chez la vieille Mathilde. Toute jeune, elle n'avait que 15 ans, elle a découvert les vérités. Mathilde n'était plus là. Sa propre mère, elle l'avait trouvée au bord de la rivière. Un bébé de 2 mois. Son nom, sa date de naissance était sculptée sur la plaque d'un collier en or. C'est suite au-dessus de son époux Gustave que Mathilde lui racontait cette histoire. C'était un samedi. La lune était ronde, le ciel orné de 1000 étoiles, le jour était parfaitement tranquille. Mais je me sentis émue par le silence qui m'entourait. Soudain, nous avons entendu, Gustave et moi, les pleurs d'un bébé. C'était toi, chérie Mimi. Cette nuit-là, tu as de la fièvre. Oui, à ces paroles, il me sanglota bruyamment à la vue du collier. Elle avait serré désespérément la main de la vieille Mathilde. Minnie s'en souviendra toute sa vie. On sonnait à la porte. La jeune fille ouvrit. C'étaient les amis de sa maman. Il était en tout une dizaine. Il entrait en silence. Ils se sont assis sans aucune chaise de grâce. Peu après, une des femmes accompagnée de son mari s'était mise à pleurer. Elle pleurait à petits cris. Régulièrement, les autres parfaits silencieux figés sur leurs fauteuils. Il contempla Minnie de leurs grands yeux. Il avait peur d'elle comme tout ce qui est dans cette maison. Il ne l'avait pas connue enfant. Il ne pouvait pas imaginer que Minnie avait été une petite fille comme les autres, jouant sur pelouse, roulant une bicyclette, ayant un cœur de ses veines semblables à ceux des autres enfants. Pour eux, Minnie n'avait pas de race pure. C'était un affreux bâtard dont on devait se méfier. Pour Minnie, elle se détourna de la table et s'approcha d'une des fenêtres pour s'échapper de tous les regards humiliants. Elle avait les yeux ailleurs pour ne pas remarquer quoi que ce soit. Elle observa le parterre des tulipes multicolores devant les maisons, dont un fleurissant lui rappelait chaque année son arrivée pour la première fois cette maison. Ce jour-là, elle n'avait plus qu'à penser. Quelle sera la réaction de sa mère? Quelle cause va-t-elle avancer pour justifier son acte inadmissible? Elle regarda sa mère, n'ayant plus même la force de pleurer tant elle était anéantie. Elle restait inerte, ne sentait plus son corps de l'esprit désespéré et s'épouvantait à la pensée de ce qui pouvait advenir. Enfin, elle avait pu la voir, cette mère. Il avait serré longtemps dans ses bras. Oui, elle se précipita à s'expliquer et Minnie écoutait sans prononcer un mot. Tous les amis étaient partis et Minnie restait seule dans ses souvenirs. La nuit était tombée.
La lune toute ronde semblait teindre au jaune la vieux bâtiment sombre et triste. Un engourdissement lugubre s'était appesanti surtout. Dans le silence assoupi de la maison, la grosse horloge de la cuisine battait lentement les heures. Minnie lava la tasse rouge puis la vieille cafetière blanche maintenant inutile, puisque sa mère seulement buvait du café noir. Elle est morte maintenant. Elle prit également quelques torchons, un paquet aux ordures. Il avait bien 25 ans qu'on avait vu un rat dans la maison. Tout était fini maintenant, mais Minnie n'avait pas connu le vrai bonheur. Cette horreur grandir. Il lui venait les sueurs d'angoisse. Sa tête se perdait, les cauchemars se succédaient. Sa mère lui mettait le cafetière, toute chaude sur la poitrine, ayant la chair toute superficie. Elle errait dans le désert. Alors commença le délire, ce délire fuyant des gens souffrants, vous voyez frappés par un sort, un besoin fou de partir, de s'échapper, de couvrir devant le malheur comme un vermisseau, devant un tourbillon de vent. Elle éprouvait ainsi le besoin de revoir son psychiatre qu'elle n'avait pas visité depuis la mort de sa mère. Elle pensait à son cabinet, à cette chambre étroite, enfermée et même étouffante où elle s'allongeait pour vider le corps, à ses patients qui se connaissaient de vue, de leur présence fugitive et mystérieuse. Il sentait tout qu'il était ses pourroies délicieuses pour le destin. Ce dragon dont le feu brûlait, les chances de Milam et les jeta dans l'océan de la douleur et de la souffrance. Minnie était hantée par l'envie de s'allonger sur le long canapé pour faire extraire tous ses secrets et cet être de miracle qui pouvait la sauver de cette torture perpétuelle. Elle hésitait. Elle n'était pas sûre que son psychiatre allait la comprendre cette fois-ci. Elle devait aller puisque lui seul connaissait tout son passé et toute sa souffrance. Il la comprendra certainement s'il a dit qu'elle était maltraitée par cette fille-mère. Minnie, la fille illégitime, était obligée de servir d'un vin aux amants de sa mère qui la prostituait chaque nuit. Il l'invitait, sans cesser livrer son corps au plaisir sexuel. C'était normal avec une fille toute douce comme il. Elle était grande, élancée, les hanches et droites, et les lèvres fines. Personne ne pouvait résister au plaisir de la pénétrer avec sa robe chambre en satin rose. Elle procurait à tous ses amants une volupté sans égale. Il voyait en Minnie une vierge qu'on devait goûter son innocence. Pour sa mère, Minnie était une source intéressable d'argent. Elle regardait de l'avoir laissé au bord de la Seine de rater toutes ces années sans ramasser ses pièces d'or. Qu'ai-je donc fait? Quel fils suis-je devenu? Pensa Minnie à chaque fois qu'elle était au bras de l'un de ses amants. Est-ce que la faute du bonheur, du destin? Qui de ces amants, de ces gracieux animaux est mon père? Comment puis-je m'enfuir de cet enfer? Elle allait le revoir, ce psychiatre, juste pour lui dire « Tout est fini maintenant, j'ai su bien me venger ». Après Pascal Mirago et sa nouvelle ambiguë, découvrant celle de Maupassant, papa de Simon avec la première année. Je suis le fils de la Blanchette. J'ai tant souffert car je n'ai pas de papa. Mes camarades me bâtissent souvent devant l'école. Ils se moquent de moi. Je me trouve frappée, déchirée, meurtrie, roulée par terre au cercle de Calapa qui applaudissent. Papa. Et c'est au bord de la rivière, avec cette grenouille, que j'ai lamenté mon sœur d'être un enfant illégitime. J'ai même pensé au suicide, oui. Mais heureusement, Philippe Rémy le forgeron me sauve. Et il se marie avec ma mère la Blanchette. Ce jour-là, j'étais fière et j'ai bien remonté toute la classe. Mon père, c'est Philippe Rémy le forgeron. Il m'a promis qu'il tirerait les oreilles à tous ceux qui me feraient du mal. C'est vrai, Philippe promet le randonnée le spa du vélo. Moi, la Blanchette et mon fils aîné. Oui, j'ai conduit la faute. J'ai fait une relation hors mariage et un enfant illégitime. Mais je suis restée toujours une brave fille, vaillante et rangée malgré mon malheur. Voilà.
c'est ma nouvelle. Papa de Simon. Ce sont un personnage. La Blanchette, Simon, Philippe. Chers lecteurs, j'ai bien voulu vous faire réfléchir sur les relations humaines et leur impact sur les enfants. Ces enfants, nés innocents, deviennent des bêtes comme des poules des champs. Chers lecteurs, réfléchissez avant d'agir. Il ne faut pas répéter les paroles d'autrui. Réfléchissez. Est-ce que c'est la faute de Simon d'être un enfant bâtard, ou la faute de sa mère qui a cru aux promesses de mariage et d'amour, ou c'est la faute de société qui ne pardonne jamais les êtres fautifs? Moi, le lecteur, j'ai pitié de Simon et de tout enfant bâtard. Je dédie ces vers à tout être blessé par les destins, à tout enfant oublié par un père ingrat. Regarde, par hasard dans un couloir, il attire mon regard et me raconte son histoire. Il domine dans ma vie bizarre et respecte des bâtards. Je me sens perdue, comme un renard, dans le désert le soir, et parfois prisonnier dans une cage comme un canard, traité comme un bâtard, par les hommes qui deviennent des avares, cherchant à accumuler les dinars. Je ne veux pas vivre, je ne veux pas respirer, je déteste me sentir ainsi. Je ne veux pas dormir, je ne veux pas rêver, mes rêves ne me consolent jamais. Je reste toujours l'enfant détesté. Je m'épuise à combattre ces injures. Vous brisez mon cœur. Vous sentez le plaisir de me laisser ainsi souffrir, pleurer et partir.